Monsieur le recteur de l'Université Aristote de Thessalonique, Monsieur le doyen de la faculté de droit, mes chers collègues, chers amis, mesdames et messieurs, la Grèce n'est pas un pays européen comme les autres. Elle est la source lumineuse et inépuisable du meilleur de la culture que les autres ont reçu en partage. Comme tout citoyen européen, j'ai une dette immense pour la culture grecque. Les juristes savent que cette culture ne se limite pas à la science et à la philosophie antique. On lui doit non seulement l'idéal du règne de la loi, hérité de Solon et Clisthène, mais aussi le Corpus Iuris Civilis, ce monument dû à l'empereur Justinien, sur lequel nous n'avons cessé de bâtir et rebâtir nos institutions depuis un millénaire et demi. C'est ce monument qui a fourni, sur les décombres de l'Empire romain d'Occident, les matériaux de la révolution grégorienne et de l'édification de l'État moderne. Cette tradition occidentale diffère de celle issue de l'Empire d'Orient, héritier direct de Justinien, qui subsista jusqu'au XVIe siècle et a donné lieu à des montages institutionnels très différents. La profonde ignorance de l'histoire institutionnelle de cette autre Europe par les élites occidentales est aujourd'hui l'une des causes des difficultés de leurs relations avec l'Orient européen, qu'il s'agisse de la Grèce ou de la Russie. Voilà pourquoi l'honneur insigne que vous me faites de m'accueillir dans les rangs des docteurs de votre université me touche tout particulièrement, en même temps qu'il m'oblige à confesser ce que Nicolas de Cuse, ce qu'on appelle le Cusin, se référant lui aussi à l'antique sagesse des Grecs, a justement nommé une docte ignorance, c'est-à-dire l'ignorance de celui qui sait qu'il ne sait pas. Je vais en effet vous parler du dépérissement de l'État, tout en sachant que ce concept de facture romano-canonique n'a pas l'universalité qu'on lui prête en Europe de l'Ouest, et bien que je sois incapable de vous en proposer une traduction satisfaisante. Sur la version grecque du programme de cette cérémonie, le mot « État » a été traduit dans l'intitulé de mon intervention par « kratos ». C'est en effet sa traduction habituelle. Mais relevant de la sémantique du pouvoir, elle prive ce mot d'origine latine de la dimension d'autorité et surtout de stabilité qui est la sienne, et d'autorité au sens peut-être d'archeis, qu'il a acquise dans toutes les langues d'Europe occidentale, même en anglais, c'est dire. Kratos convient sûrement mieux à la Grèce, dont l'histoire tourmentée a été marquée de 1453 à 1830 par l'occupation ottomane et de 1830 à nos jours par les interventions incessantes de puissances étrangères, en sorte que l'autorité et la stabilité y a plutôt relevé de ce que d'un mot lui aussi d'origine latine et ici particulièrement inapproprié, on appelle religion. Équipés de ces concepts, État et religion, les juristes de culture latine peinent à comprendre que votre Constitution soit placée sous l'égide, je cite, de la Trinité sainte, consubstantielle et indivisible, et que son article 2 confère une place éminente à l'Église orthodoxe autocéphale de Grèce. Les plus sots, les vrais ignorants, inconscients de leur propre théologie politique et sûrs de l'universalité de leur façon de penser, n'y voient qu'un déplorable retard sur le chemin de la modernité qu'ils pensent incarner. Quant aux doctes ignorants, comme j'essaie d'être, ces montages institutionnels leur paraissent aussi chargés de mystères fondamentaux que ceux de cette Sainte Trinité qui causèrent il y a plus de 1000 ans le schisme des Europes occidentales et orientales. Mais les doctes ignorants savent que ce type de fondement dogmatique n'est pas propre à la Grèce, qu'il est inhérent à tout ordre juridique et qu'ils sont aussi nécessaires au droit
que les axiomes sont nécessaires aux mathématiques. La docte ignorance n'exige qu'un minimum de sagesse et ne justifie sûrement pas à elle seule la remise d'un diplôme, fût-il honoris causa. Si je n'ai pas décliné l'honneur que vous me faites, et si je vous en suis profondément reconnaissant, ce n'est pas seulement en raison de la sensibilité aux honneurs, qui est l'une des nombreuses maladies professionnelles qui affectent presque tous les vieux professeurs, c'est aussi et surtout pour des raisons politiques, par reconnaissance de cette marque de solidarité universitaire face au traitement indigne que les autres pays de l'Union européenne ont infligé à votre pays, comme s'il fallait ruiner la figure de l'ancêtre de la démocratie sur notre continent. Ma gratitude et mon émotion procèdent enfin de raisons personnelles, car votre ville et votre université sont celles de chers amis et collègues. Je voudrais remercier tout spécialement les professeurs Christina Deliani et Petros Tangos qui ont pris l'initiative de mon invitation et de la distinction qui m'est accordée aujourd'hui. Permettez-moi d'évoquer aussi la personnalité lumineuse de Jutta Kravaritu, qui, jusqu'à sa mort précoce, a tant apporté à la réflexion sur l'Europe sociale. Je me souviens de nos dernières conversations téléphoniques, alors que déjà rendue à demi aveugle par la maladie qui allait l'emporter, elle tenait à achever son dernier article consacré à une autre femme d'exception, Claude Cahun, artiste d'origine nantaise engagée dans la Résistance, qui représentait à ses yeux ce qu'elle appelait un modèle de citoyenne à part entière de la res publica. Et c'est donc du dépérissement de cette res publica que je vais vous entretenir. Pour aborder ce sujet, je vais user toutefois d'un détour, ou plus exactement partir de ce socle commun qu'est le Code de Justinien et de la distinction qu'il pose entre le public et le privé, car le ferment de l'établissement des États modernes se trouve dans un brouillage de cette distinction et dans la perte de primauté du public sur le privé. Cette distinction n'est pas en effet une invention de la philosophie des Lumières, mais un héritage du Code de Justinien. Et sa formulation la plus célèbre est due à Ulpien, selon lequel, je cite, « Étudier les préceptes du droit comporte deux positions, le privé et le public. Le droit public est ce qui regarde l'état, là le mot latin est status, de la chose romaine, status de la chose romaine, ce qui va être à l'origine de la notion d'État et de République. Le privé, quant à lui, regarde l'utilité des individus pris un à un. » Fin de citation. Cette distinction est aujourd'hui comprise sur un mode dichotomique, celui d'une opposition entre deux corps différents de règles, alors qu'en réalité, elle repose au contraire sur, je viens de le lire, l'idée de positions différentes d'un même corps de règles, du même corpus juris civilis. Si le corps du droit, ce corpus juris, articule deux positions différentes, c'est parce que l'ajustement horizontal des intérêts particuliers dépend de la stabilité verticale, status, de la chose publique. Il faut que cette chose, la res publica, tienne debout pour que les rapports entre particuliers obéissent à ce qu'on a traduit en français par régime de droit, mais qui en anglais se dit un rule of law et non à la loi du plus fort. C'est cet assujettissement du privé au public qui donne à la structure juridique son intelligibilité et sa solidité. Or, ce montage institutionnel a été la réponse occidentale à un impératif anthropologique qui est affronté par toutes les civilisations humaines. Toutes, en effet, doivent, pour se maintenir, métaboliser les ressources de la violence en référant le pouvoir à une origine qui tout à la fois le légitime et le limite. C'est pourquoi la réglementation des intérêts individuels dépend nécessairement de l'état de la res publica qui porte en elle ce qu'Ulpien appelle les choses sacrées. Ces choses sacrées désignent ce qu'en termes modernes
on peut appeler les interdits fondateurs, ceux qui donnent à un système juridique déterminé sa base axiologique propre. Et on retrouve cette référence aussi bien dans la Déclaration d'indépendance des États-Unis de 1776 que dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789 ou dans de nombreuses constitutions modernes. Une telle articulation de la chose publique et des intérêts individuels a pu porter des systèmes juridiques aussi différents que la Rome classique, les royautés d'Ancien Régime ou l'État-nation. Depuis un peu plus de 2 siècles, elle a connu une expansion mondiale sans précédent avec la domination occidentale du monde qui a mis sur la défensive d'autres façons possibles de civiliser le pouvoir, telles le ritualisme asiatique ou africain, ou bien le légalisme religieux de facture juive ou musulmane. L'État moderne est ainsi l'héritier de l'état de la chose romaine, à laquelle il a donné le visage d'un être immortel qui, veillant au respect de vérités que la Déclaration américaine qualifie d'évidentes en elles-mêmes, ou de droits inaliénables et sacrés, pour citer la Déclaration de 89, garantit la pérennité d'un peuple au-delà de la succession des générations. Toutefois, tout un pan de la pensée occidentale a cherché, depuis la philosophie des Lumières, à évacuer cette dimension dogmatique qui est inhérente à ce montage institutionnel et à fonder l'ordre juridique sur des lois inscrites dans la nature, et là je cite Descartes. La considération des choses sacrées est dès lors refoulée dans la sphère privée du sentiment religieux pour laisser progressivement place à une conception purement instrumentale du droit. Les régimes totalitaires qui ont prospéré au XXe siècle ont été les premiers à prétendre émanciper ainsi le droit et les institutions de toute référence métaphysique pour les ancrer dans les vraies lois découvertes par la biologie raciale ou le socialisme scientifique. Dans cette perspective scientiste, les rapports entre les individus ne sont plus encadrés par un droit lui-même référé à des choses sacrées, ils sont dictés par la vérité des rapports de force entre races et entre classes. Or, il est parfaitement illusoire de chercher à asseoir un régime politique sur la science, car c'est le droit qui donne à la libre recherche scientifique ses bases normatives et non l'inverse. Privé de cette base juridique qui accorde à la recherche, à la liberté de la recherche, valeur et protection, l'entreprise scientifique ne peut se déployer librement et elle n'a jamais été autant menacée que dans des systèmes normatifs fondés sur une vérité scientifique proclamée officiellement. Les régimes qui, depuis un siècle, ont ainsi prétendu reposer sur des bases scientifiques, que ce soit la biologie raciale ou le socialisme scientifique, sont aussi ceux qui ont engagé la science dans des impasses en interdisant toute recherche susceptible de les contredire. Le nazisme s'est ainsi référé aux lois enseignées par la biologie de son temps pour œuvrer à l'avènement d'une race supérieure promise à la domination de toutes les autres. Il était de ce point de vue cohérent que le régime nazi n'ait pas eu d'autre constitution que la loi martiale. Ériger ainsi l'état d'exception en fondement de l'ordre juridique correspondait aux théories de Carl Schmitt qui conduisent à ne pas distinguer selon que le pouvoir politique se trouve ou non lié par une norme fondamentale, c'est-à-dire à confondre État totalitaire et État de droit. Une telle confusion est de même nature que celle qui consiste à refuser de distinguer la raison de la folie, et l'État totalitaire est du reste un état de folie, ainsi que l'ont montré des écrivains aussi différents qu'Orwell ou Ionesco. Le marxisme-léninisme, quant à lui, a été animé par la croyance dans des lois de l'histoire. Porté par les transformations des bases économiques de la société, cette histoire nous conduirait nécessairement à l'avènement d'une société sans classe et sans droit. Les lois bourgeoises n'étant qu'une superstructure destinée à conforter la domination de classe, il convenait, pour hâter ce dénouement de l'histoire, d'œuvrer au dépérissement de la forme juridique et à la suppression de toutes les garanties légales susceptibles d'entraver l'avènement d'une direction scientifique des hommes. Ainsi, selon Engels,
Une fois la révolution prolétarienne accomplie, je cite donc Engels, l'intervention d'un pouvoir d'État dans les rapports sociaux devient superflue dans un domaine après l'autre. Le gouvernement des personnes fait place à l'administration des choses et à la direction des opérations de production. L'État n'est pas aboli, il s'éteint. Fin de citation. Pour mettre en œuvre cette prophétie, Lénine s'employa à poser ce qu'il appelait les bases économiques de l'extinction de l'État. Et le régime maoïste fut particulièrement radical en ce domaine, notamment pendant la révolution culturelle. Beaucoup de ces anciens sectateurs se retrouvent assez naturellement aujourd'hui parmi les praticiens de la déréglementation anarcho-capitaliste, tant en Chine qu'en Occident. Le projet de poser les bases économiques de l'extinction de l'État n'a en effet nullement disparu avec l'effondrement du communisme. La foi dans l'harmonie par le calcul, qui avait porté la planification soviétique et le Gosplan, a ressurgi sous une forme nouvelle avec la globalisation ultralibérale et les revendications libertariennes, qui sont les deux faces économiques et sociétales d'une même médaille. Leurs prophètes annoncent à leur tour l'avènement d'un monde d'abondance où chacun sera gouverneur de lui-même et n'aura à subir de contraintes qu'il n'ait expressément consenties. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'expérience des massacres déments qui avaient marqué la première moitié du XXe siècle avait conduit pourtant les pays occidentaux à sortir des impasses du scientisme et à réhabiliter le rôle des États en le référant à l'impératif catégorique du respect de la dignité humaine. Et s'ils s'étaient efforcés de refonder sur cette base un nouvel ordre juridique mondial visant à faire progresser la justice sociale. C'est à cette fin qu'une nouvelle génération de droits, les droits économiques, sociaux et culturels, furent proclamés. Et la mise en œuvre de ces droits requérait la solidarité face aux risques de l'existence et a entraîné en Europe occidentale un essor sans précédent de l'État social. Cependant, cet assujettissement des échanges économiques à la réalisation des droits sociaux n'a pas survécu au bouleversement des 3 dernières décennies. La révolution ultralibérale a fait ressurgir la croyance dans des forces suprahumaines, les forces du marché, qui seraient capables d'engendrer un ordre spontané qui se régulerait lui-même. En fait, dès le XVIIIe siècle, Hume pensait avoir découvert ces lois dernières sur lesquelles asseoir le droit et la morale. Dans son traité de la nature humaine, dont il faut noter le sous-titre « Essai pour introduire la méthode expérimentale dans les sujets moraux », Hume identifiait ce qu'il appelait les 3 lois fondamentales de la nature sur lesquelles réglait le gouvernement des sociétés humaines, la propriété privée, la liberté contractuelle et la responsabilité civile. Sans surprise, Hayek, l'un des pères du tournant néolibéral, se référera à ces 3 lois 2 siècles plus tard pour affirmer l'existence d'un ordre spontané du marché et combattre ce qu'il a appelé le mirage de la justice sociale. Je confesse un intérêt particulier pour l'œuvre de Friedrich Hayek parce que c'est un grand économiste, mais ça a été aussi d'abord un juriste, donc c'est un homme instruit, et quand il parlait de droit, il avait réellement une culture juridique. Donc les règles qu'il met en avant sont toutes des règles de droit privé. Ce sont des règles de droit privé qui expriment ces lois fondamentales de la nature. Et donc, on en évince une primauté du droit privé sur le droit public, ou du privé sur le public. Comme jadis la loi humaine au regard de la loi divine, le droit public serait un simple droit d'organisation, un mal nécessaire qui doit renforcer et non entraver l'action de la main invisible du marché. La main invisible du marché, c'est le mot sécularisé de la divine providence. Tel est le programme juridique de la globalisation. Cette idéologie a triomphé depuis les années 80. Les droits économiques et sociaux ont été dénoncés comme de faux droits et la privatisation des institutions du welfare state est devenue la priorité de l'agenda politique national et international. L'utopie d'un ordre juridique mondial qui ne serait plus constitué d'un pavage d'États souverains
mais constituerait ce que Hayek appelle une grande société ouverte, peuplée d'une poussière de particules contractantes, mues par le calcul d'utilité, cette utopie a donné le jour à un espace financier, technique et économique qui ignore les frontières nationales. Conjuguée aux nouvelles techniques de l'information et de la communication, cette ouverture des frontières à la libre circulation des capitaux et des marchandises a profondément ébranlé la souveraineté des États et réduit leur pouvoir législatif. Selon Hayek, que je cite ici, « Les seuls liens qui maintiennent l'ensemble d'une grande société sont purement économiques. Ce sont les réseaux d'argent qui soudent la grande société et le grand idéal de l'unité du genre humain dépend en dernière analyse des relations entre des éléments régis par l'impulsion vers la meilleure satisfaction possible de leurs besoins matériels. » Fin de citation. J'avoue, quand je lis ces lignes, penser à une remarque du grand écrivain britannique Chesterton, selon lequel il n'y a que les vaches qui vivent en parfait économiste, elles ne songent qu'à brouter. Et je pense que ça ne rend pas compte de la complexité de l'être humain. On ne peut le réduire à cette dimension. Mais si on le réduit à cette dimension, l'impératif alors n'est plus de subordonner la poursuite des intérêts individuels à celle d'un intérêt général, mais bien au contraire de faire de la chose publique l'instrument de la libre maximisation des utilités individuelles. Avatar néolibéral de la prophétie marxiste de dépérissement de l'État, celle de la fin de l'histoire qui a accompagné la révolution de la fin du siècle dernier, participe de la même vision eschatologique de l'histoire qui est propre à l'Occident et dont le marxisme n'était qu'une version concurrente ou prémonitoire. Évidemment, en tant que juriste, nous ne retrouvons pas ces perspectives grandioses en droit positif, qui donnent plutôt à voir un processus d'asservissement des États à ce que j'ai proposé d'appeler la gouvernance par les nombres. Les plans d'ajustement structurel ou la gouvernance monétaire européenne sont les manifestations les plus visibles de ce processus d'asservissement. Identifiant l'intérêt général européen à la défense des libertés économiques, le droit de l'Union européenne joue un rôle clé dans l'inversion des valeurs du public et du privé. Il accorde certes une place structurelle aux États, mais une place subordonnée. Le droit européen n'est pas fondé sur la distinction du public et du privé, mais bien plutôt sur celle de l'économique, qui est l'objet exclusif du droit de l'Union, et du social, qui est une compétence en principe réservée aux États. Le juge européen fait de la notion d'activité économique une catégorie dogmatique, désignant toute activité qui peut être assurée par une entité privée, peu important qu'elle s'exerce dans le secteur privé ou dans le secteur public d'un État membre. L'opposition ainsi établie entre droit économique, qui serait susceptible d'être universel, et des droits sociaux, qui seraient particuliers par nature, est purement idéologique. Il n'est en effet pas de lien de droit qui n'ait à la fois une dimension économique et une dimension sociale. Il faut donc prendre cette opposition pour ce qu'elle est, non pas une donnée de la science, mais une construction dogmatique qui a pour corollaire une inversion de la hiérarchie du public et du privé. La Cour de justice a ainsi jugé que la solidarité à l'œuvre dans les organismes de sécurité sociale constituait une exception licite, mais d'interprétation restrictive, au principe de libre concurrence. De même, elle a analysé les conventions collectives comme une restriction de la concurrence entre les entreprises signataires et ne les fait échapper à l'interdiction des ententes économiques que dans la mesure où elles poursuivent un objectif de politique sociale. Le bien nommé arrêt Viking est particulièrement instructif à cet égard puisqu'il analyse le recours au pavillon de complaisance comme une mise en œuvre de la liberté d'établissement. L'applicabilité de la loi en vient donc à dépendre des calculs d'utilité individuelle. Le raisonnement de la Cour consiste toujours à partir de la liberté économique consacrée par le droit de l'Union pour autoriser, si vraiment nécessaire, une exception ou une dérogation. Et ce raisonnement a aussi été appliqué au monopole des entreprises de services publics. Mais le droit européen n'est pas le seul responsable de cette évolution et de cette inversion des valeurs du privé et du public. Le droit interne n'échappe pas à ce processus de minoration de la sphère publique
En témoigne le rétrécissement du champ de l'ordre public dans des domaines aussi divers que l'arbitrage ou la négociation collective. La domination du privé sur le public résulte aussi, de manière indirecte, de la mise en œuvre de la doctrine du New Public Management, qui promeut l'application à l'administration des méthodes de management en vigueur dans les entreprises privées. C'est un point qu'a abordé mon collègue et ami Petros Tangos, donc je n'y reviens pas. L'une des conséquences de cette inversion, c'est que la loi n'apparaît plus comme une norme transcendant les intérêts individuels, mais comme un instrument à leur service. Une fois la volonté individuelle érigée en condition nécessaire et suffisante du lien de droit, chacun doit pouvoir choisir la loi qui lui convient, c'est-à-dire avoir la loi pour soi, et devenir son propre législateur, avoir soi pour loi. Les manifestations de ces deux tendances sont nombreuses en droit positif. La loi pour soi est une devise qui rend bien compte des cas de plus en plus fréquents dans lesquels une personne a le droit de choisir la loi qui s'appliquera à elle et peut ainsi s'affranchir d'une règle commune s'appliquant également à tous. Le droit international privé est une terre d'élection de ce renversement. La liberté du choix de la loi applicable par les contractants y a trouvé une nouvelle jeunesse avec la libre circulation des marchandises et des capitaux. Les critères objectifs de rattachement d'une opération juridique à un fort déterminé et le principe d'application impérative des lois de police de ce fort perdent en effet de leur pertinence dans un monde où les opérateurs économiques sont libres de déplacer à leur guise leurs produits, leurs lieux de production et leurs profits. Dès lors, le principe d'autonomie de la volonté peut être mobilisé pour fonder un marché international des normes sur lesquels les droits nationaux apparaissent comme des produits en concurrence, offerts à des chalands en quête du meilleur rapport qualité-prix. Favorisée par l'effacement des frontières du commerce, cette pratique dite de law shopping ou de forum shopping permet à des personnes privées de choisir le cadre public le plus propice à la maximisation de leurs utilités individuelles. Évidemment, c'est là qu'est le bobo, si vous me permettez de le dire, un tel law shopping est incompatible avec le rule of law. Entre les deux, il faut choisir. Il participe plutôt de ce que Harold Berman, analysant l'expérience soviétique, a nommé le rule by law. Ça, c'est pour la loi pour soi. Le soi pour loi est la maxime qui pourrait désigner les cas où le droit de s'ériger en législateur est reconnu à une personne privée. Elle tend à faire du consentement individuel la condition nécessaire et suffisante de la légitimité de la loi. Et une telle conception de la liberté est aux antipodes de celle héritée des Grecs, selon lesquels la liberté, c'est l'obéissance aux lois. Elle consacre au contraire la toute-puissance de la volonté individuelle qu'invoquait déjà Göring lorsqu'il définissait le droit comme « was uns gefällt », notre bon plaisir. François Host observe justement que l'un des ressorts du plaisir du héros sadien, du roman du marquis de Sade, consiste à, je cite François Host, « substituer à la loi commune une loi d'exception dont il est le seul auteur, privant ainsi ses victimes du droit d'invoquer la protection collective ». Fin de citation. Le consentement des ouvriers servait déjà au XIXe siècle à justifier des conditions de travail inhumaines, et le droit social procède tout entier du refus d'admettre que le consentement des faibles suffise ainsi à justifier la domination des forts. Le point remarquable est qu'aucun de ces emplois pervers du droit n'a duré bien longtemps. Ils ont conduit à des impasses mortelles dont il a bien fallu sortir. Tel a été notamment le sens du sursaut dogmatique intervenu à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y a donc des raisons historiques de douter que les relations entre individus puissent être ainsi régulées. La notion de régulation par distinction à réglementation, je suis désolé pour la traductrice, je ne sais pas si ça fonctionne en Grèce, cette distinction, est issue de la cybernétique, la notion de régulation. Donc, on peut douter que les relations entre individus puissent être régulées sans référence à une instance hétéronome, capable de faire prévaloir l'intérêt public sur les intérêts particuliers. Les pays de plus en plus nombreux
notamment en Afrique ou dans le monde arabe, où l'État fait aujourd'hui défaut, ne sont pas précisément des modèles de société ordonnée. Là où devrait se réaliser le paradis libertarien sur Terre, on se trouve en fait devant l'antichambre de l'enfer. La nécessité s'impose à chaque fois d'assujettir le bon plaisir des plus forts à quelque chose de plus fort qu'eux, qui s'impose à tous et évite que la société des hommes ne se transforme en jungle. Une société privée d'hétéronomie est en effet condamnée à la guerre civile. On peut le regretter et rêver d'un monde qui serait exclusivement régi par l'amour ou par l'ajustement des calculs d'intérêt, mais ni l'amour ni l'intérêt ne peuvent suffire à solidariser les hommes, à les faire tenir ensemble dans une même société. Si l'on confond ce rêve avec la réalité, alors on fait nécessairement le lit de la violence. Ce risque est particulièrement élevé dans les régimes démocratiques. Depuis ses origines antiques, la démocratie avait toujours été pensée comme une construction institutionnelle fragile qui exige, pour perdurer, l'institution d'un démos, d'un peuple de citoyens dont les membres réunissent les trois conditions suivantes. Première condition, une formation et une éducation, la paideia des Grecs, qui les rendent capables de distinguer l'intérêt public de leurs intérêts privés. Le citoyen vertueux, ce qu'on appelle la vertu civique, c'est cette capacité, dans la délibération collective de la loi, de distinguer ce qui relève de son propre intérêt et ce qui relève d'une recherche d'un intérêt commun. Deuxième condition, qui apparaît dès Solon, une indépendance économique par le travail, en sorte que les citoyens ne soient pas séparés par de trop grandes inégalités de fortune, ni asservis les uns aux autres. C'est une condition de l'isonomie. Et là aussi, ce constat, étant un fruit de l'expérience, va être répété de mille manières tout au long de l'histoire. Me revient à l'esprit juste une expression de cela, du grand Bacon, le père de la science moderne, qui a aussi écrit des essais politiques. Et dans un chapitre de ses essais consacré aux troubles et séditions, il écrit ceci: « L'argent est comme la merde », il l'écrit en latin, excusez-moi, et il est dangereux de la laisser s'accumuler en tas, parce que c'est une nuisance. Mais le bon usage, c'est de le répandre, car alors il devient une source de fertilité. Troisième condition de la démocratie, c'est une éthique de la vérité, c'est-à-dire le courage de dire ce que l'on pense et de se confronter aux pensées des autres dans des assemblées de paroles qui visent à s'accorder à la fois sur ce qui est et sur ce qui doit être. Cette vertu qui s'appelait aussi chez les Grecs la parrhesia et qui a donné lieu notamment à tout un cours de Michel Foucault au Collège de France. Voilà les trois pieds sur lesquels repose un régime démocratique. Or, cette construction est sapée dans son principe même dès lors qu'on assimile la démocratie à un marché des idées et dès lors qu'on fait de la norme suprême la recherche de l'intérêt individuel, bien entendu. Marché des idées, cette notion est issue de l'économie néolibérale et notamment des travaux d'un grand économiste qui a eu il n'existe pas de prix Nobel d'économie, c'est une contrefaçon, mais une contrefaçon réussie. Donc les travaux de Ronald Coase. Et Ronald Coase a avancé cette idée d'un marché des idées pour interpréter le premier amendement de la Constitution américaine sur la liberté de parole. Il a dit, au fond, on peut envisager la démocratie comme un marché et les paroles comme des produits offerts sur ce marché. Et cette assimilation a été consacrée par la Cour suprême des États-Unis pour la première fois dans son arrêt Buckley en 1976 et de façon encore plus éclatante dans son fameux arrêt Citizens United de 2010, qui a consacré l'idée d'un « market of ideas ». Dès lors que la sphère du marché absorbe ainsi celle du politique, marché électoral, celle du sacré,
La Cour parle de marché des religions. La figure du citoyen s'estompe au profit de celle du consommateur, et l'éthique de la citoyenneté, faite d'éducation, d'indépendance dans et par le travail, ainsi que de respect de la vérité, perd son sens. Le statut particulier qui a été celui de la parole politique dans toutes les expériences démocratiques, c'est-à-dire d'une parole censée exprimer une certaine représentation du bien public et non la défense des intérêts privés, n'a alors plus raison d'être. Toutes les paroles se valent a priori sur le marché des idées, et tous les arguments sont bons pour gagner des parts sur ce marché. D'où l'essor de ce qu'on appelle la post-truth politics, de la politique de la post-vérité. Vous savez que c'est ce mot qui a été consacré comme le mot de l'année 2016 par l'Oxford Dictionary. Au cœur de la crise institutionnelle que nous traversons se trouve cette attaque contre la première de toutes les institutions, la loi de la langue et la force obligatoire de la parole donnée. Une telle crise n'aurait pas étonné Giambattista Vico, et c'est avec Vico que je vais terminer ce propos beaucoup trop long. Vico, grand juriste italien et donc philosophe, philologue, historien du XVIIIe siècle, est celui qui a sans doute donné la description la plus lucide des risques qui pèsent sur un État dès lors qu'on y donne ainsi la primauté à la recherche des utilités privées sur celle de l'intérêt général. Selon lui, la pratique démocratique de la délibération des lois est une école de la raison. Et là, on sait qu'il pense aux Grecs. Pour lui, c'est cette pratique démocratique qui a conduit les peuples à donner une base plus philosophique que religieuse à l'ordre social. De telles républiques, dit-il, sont admirables, mais elles sont aussi fragiles, car leur pérennité repose sur la vertu de leurs citoyens. Et au moment même où elles touchent la plus grande réussite politique et matérielle, elles sont exposées à ce que Vico nomme la barbarie de la réflexion, qui consiste à user de l'abstraction, non pour mettre à distance ses passions et ses intérêts et tenter de s'accorder sur une vue objective du monde, mais pour, dit-il, calomnier la vérité, post-truth, enfin il ne dit pas post-truth, Vico, vous comprenez bien, il écrit en italien, dans un italien d'ailleurs assez difficile à lire, et à servir n'importe quelle cause pourvu qu'elle aille dans le sens de ses intérêts particuliers. S'émancipant de tout sens commun, dit-il, des doctes insensés, s'emploie alors à disqualifier l'idée même d'intérêt général ou à le subordonner à la recherche des utilités privées. Vico ne pouvait pas ne pas penser, en écrivant cela, aux sophistes, dont les Athéniens redoutaient tant l'influence pernicieuse sur la jeunesse. Mais je ne peux pas, pour ma part, m'empêcher de penser aux idéologues du marché total qui, sous couvert de sciences économiques, assimilent la démocratie à un marché des idées. Selon Vico, les républiques atteintes de ce mal voient leurs citoyens se désintéresser de l'utilité commune et, écrit-il, s'éteint en elles la force qui avait amené les individus à sortir de leur solitude première. Fin de citation. Dans cet état de décomposition, la puissance publique est asservie à celle de l'argent, ouvrant la voie à des démagogues qui font le lit de guerre civile, en sorte, écrit Vico, que les hommes tombent, je le cite, d'une liberté parfaite à une tyrannie parfaite. Et cette tyrannie prend des formes diverses, dont il établit une sorte de gradation, c'est ce qu'il appelle, c'est les fameux ricorsi de Vico, les remèdes que la Providence va appliquer à une société qui est dans cet état de décomposition. Le premier remède, c'est le recours à l'homme fort, dont on voit bien le succès contemporain. Cet homme fort prend en main la chose publique qui est délaissée par la population, dès lors cantonnée aux activités privées. Deuxième recours, l'asservissement à une ou plusieurs puissances étrangères. Ou enfin, ultime recours de la Providence, mais aussi le plus cruel, le retour à ce que Vico appelle la barbarie des sens, c'est-à-dire à la guerre civile. Et ce retour à la barbarie des sens n'est évidemment pas une partie de plaisir, mais un temps de violence et de désolation. Mais cette expérience des enjeux fondamentaux de la vie humaine conduit les survivants à retrouver le sens des réalités
et à renouer avec les vertus premières qui sont les conditions de la vie de la cité, c'est-à-dire de la civilisation, parce que c'est de là que le mot civilisation vient du droit civil, et qu'il énumère la piété, la fidélité, la vérité, écrit Vico, qui sont les fondements naturels de la justice. Fin de citation. Si ce passage m'a parlé tout de suite, c'est souvenir de ces deux grands moments de sursaut qui, dans l'histoire du droit du travail, ont marqué le XXe siècle. 1919, fondation de l'OIT par le traité de Versailles, 1944-1948, de la déclaration de Philadelphie. Donc, à l'issue de grandes catastrophes, on a eu ce type de sursaut à l'issue de l'expérience de massacres. Alors, lorsqu'il énumère la piété, la fidélité, la vérité comme fondement naturel de la justice, et qu'il met ainsi la justice au centre des vertus civiques que les hommes redécouvrent dans l'expérience de l'effondrement d'une société politique, Vico s'inscrit dans une longue tradition philosophique et juridique qui remonte à Cicéron et avant lui à Aristote, selon qui, je le cite, « la justice résume en elle la vertu tout entière ». Sur ce point, Aristote n'a cessé d'avoir raison, comme nous l'a montré le sursaut dogmatique de l'après-Seconde Guerre mondiale. L'expérience de la catastrophe fait toujours ressurgir parmi les hommes le sens de la justice, sans lequel il n'est pas d'État, pas de politeia possible. Vous l'avez compris, je souhaitais terminer sur une note d'optimisme qui donne aussi à entendre les leçons impérissables de la figure éponyme de votre université. Je vous remercie de votre attention.